Tu viens? Bah non, je peux pas, j'ai Sciences Co. À l'approche du brevet, du baccalauréat ou des concours, on entend souvent dans les salles de classe, dans les couloirs ou à la maison: je suis trop stressée, j'ai peur de perdre mes moyens. Le jour J, je vais tout oublier. Le stress envahit nos élèves, nos enfants et nous aussi. Mais est-il vraiment l'ennemi de la réussite? Et si au contraire, une certaine forme de stress était nécessaire pour mobiliser nos ressources? Et si tout l'enjeu n'était pas de supprimer le stress, mais de comprendre comment il fonctionne pour en faire un allié de l'apprentissage et de la réussite? Pour éclairer cette question essentielle, je me suis rendue aujourd'hui au laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant, le LAPSIDE, à Paris. Je suis Adeline Simonet et dans cet épisode de Je peux pas, j'ai Sciences Co, nous allons comprendre pourquoi le stress peut parfois nous aider à réussir et pourquoi, dans d'autres cas, il peut nous faire perdre nos moyens. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être accueillie par Arnaud Kakia, professeur en neurosciences cognitives à l'Université de Paris-Cité, directeur adjoint du LAPSIDE et chercheur en imagerie cérébrale à l'hôpital Sainte-Anne. Ces travaux visent à mieux comprendre les bases neurodéveloppementales du comportement et notamment les effets du stress sur les apprentissages scolaires. Bonjour Arnaud Kakia, merci de nous recevoir au laboratoire. Bonjour Adeline Simonet et très heureux de pouvoir échanger avec vous sur ce mécanisme fondamental des apprentissages qu'est le stress. On parle beaucoup du stress, surtout en période d'examen. Mais si on met de côté le ressenti subjectif, je suis stressée, j'angoisse, d'un point de vue scientifique, qu'est-ce que le stress exactement? Qu'est-ce qui se passe réellement dans le corps et dans le cerveau? Alors le stress, ça fait partie de ces mécanismes dont que tout le monde connaît, mais quand il s'agit de devoir le définir, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Et donc la définition qu'on pourrait avoir maintenant du stress, c'est de considérer que le stress, c'est un mécanisme qui va nous permettre de nous adapter à différents types de situations. Ça peut être des situations qui sont perçues comme menaçantes. Alors là, il y a des termes importants. Il y a perçu, c'est-à-dire que un aspect qui est important dans le stress, c'est qu'il y a une dimension qui est très subjective. On en reparlera tout à l'heure. Certains facteurs, certaines situations peuvent être stressantes pour certaines personnes et non stressantes pour d'autres personnes. Donc, c'est un mécanisme d'adaptation pour une situation qui est perçue comme menaçante. Pour des situations qui sont imprévisibles, ça c'est une grande source de stress. Quand on fait des recherches par exemple sur les mécanismes physiologiques du stress chez l'animal, une des situations qui est le plus utilisée pour stresser l'animal, mais qui stresse aussi beaucoup l'humain, c'est d'être dans une situation imprévisible. Ce qu'on a très bien vu par exemple dans la situation Covid, le fait d'être bloqué chez soi sur sa banquette en train de regarder la télé ou en train de regarder des films, en tant que tel, ça n'est pas une situation qui peut être très désagréable, sauf si on ne sait pas de quoi va être fait le lendemain, on ne sait pas pendant combien de temps ça va durer, c'est-à-dire de manière générale, c'est l'imprévisibilité qui est source d'angoisse. Et donc l'imprévisibilité, c'est un autre aspect qui est très important. Et puis un autre aspect qui est important, c'est le fait de penser, d'anticiper que les capacités qu'on peut allouer pour faire quelque chose ne seront pas suffisantes. Et donc on peut être stressé en se disant: est-ce que j'aurai les moyens suffisants pour réussir à faire cette tâche? Et donc, dit de manière résumée, le stress, c'est un mécanisme qui nous permet de nous adapter à un changement de situation. Un autre point qui est très important, c'est que on a différents facteurs qui vont induire un état de stress. Alors souvent, on mélange la cause et la conséquence. Là, on va dire que le stress est la conséquence de ces différents facteurs. Et ces différents facteurs peuvent être psychologiques. Ça peut être par exemple un stress psychosocial, le fait de parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, le fait de parler en public. Ce sont des facteurs de stress. Mais on a d'autres facteurs de stress, comme par exemple des facteurs physiologiques. Le fait d'être fatigué, le fait d'avoir faim, le fait d'avoir sommeil, ça augmente également le stress. Donc,
un élève, par exemple, qui le matin n'a pas eu le temps de prendre son petit déjeuner et qui a faim, un élève qui, en période de chaleur, n'a pas suffisamment bu, qui est déshydraté, eh bien, ces différents facteurs, à la fois psychologiques et physiologiques, vont induire un état de stress. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que on voit que physiologie et psychologie, en réalité, c'est les deux versants de la même pièce, et les conséquences sont exactement les mêmes. Et pour terminer, vous parliez des mécanismes du stress. Il y a deux systèmes, sans rentrer dans les détails neurobiologiques, il y a deux grands systèmes qui sont impliqués au niveau du corps quand on est stressé. Il y a un premier système qui est très rapide, qui est le système SNA, qui fait que notre corps va nous permettre d'être en état d'alerte, nous permettre de réagir rapidement. Et donc, ça va nous mettre dans un état de combat, en quelque sorte. Il va y avoir des hormones de type adrénaline qui vont être larguées dans le corps, qui vont nous permettre d'être présents dans l'action et d'être réactifs. Et puis ensuite, on va avoir un autre système, qui est le système HPA, qui lui est beaucoup plus lent et qui va se mettre en place 20 à 30 minutes après le stress. Souvent, ce qui nous arrive, vous avez un événement stressant, par exemple, vous êtes à vélo et vous manquez de tomber, ou vous avez peur parce qu'une voiture manque de vous écraser, eh bien, il vous faut à peu près 20 à 30 minutes pour redescendre. Et en fait, quand on dit on redescend, c'est parce qu'on a un autre mécanisme qui va se mettre en place, qui est l'axe HPA. Et dans ce cas-là, ça va être une autre hormone, ça va plus être de l'adrénaline, mais ça va être du cortisol, qui est une hormone qui va calmer l'état de stress et qui va notamment augmenter le taux de glucose dans le sang et qui va faire de telle sorte qu'on va se sentir bien. Alors pour les personnes qui ont l'hypoglycémie facile, cette augmentation du glucose dans le sang peut avoir comme conséquence ensuite une baisse de sucre dans le sang et donc une hypoglycémie et donc un mal-être. Donc voilà, donc deux mécanismes très complémentaires, un très rapide et puis un autre qui est un petit peu plus lent. Ok. Quand vous avez défini le stress tout à l'heure, vous nous avez dit que c'était d'abord un mécanisme d'adaptation. Pourtant, dans le discours courant, il est presque toujours présenté comme quelque chose de négatif. Est-ce que le stress est forcément délétère pour les apprentissages notamment ? Alors ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est effectivement dans le langage courant, dans les représentations classiques du stress, le stress, c'est forcément un ennemi. On va voir pendant notre échange que effectivement, dans certaines situations et pour certaines formes de stress, l'impact va être délétère sur les apprentissages, mais on verra aussi que dans certaines situations et que pour certaines formes de stress, le stress peut avoir des effets bénéfiques. C'est un petit peu comme pour le sel quand on fait la cuisine. Trop de sel, c'est pas bon. Trop de stress, c'est pas bon. Pas assez de sel, c'est fade. Et bien de la même manière, pas assez de stress, eh bien on est sous-stimulé, on n'est pas assez vigilant. Et donc il y a un état optimal de stress où on est suffisamment stimulé pour apprendre, ni trop peu. Et donc, quand on regarde les effets du stress sur les apprentissages, eh bien, on a une courbe typique en U inversée, c'est-à-dire au début, on n'a pas assez de stress, c'est pas bon pour les apprentissages. On augmente un petit peu le stress jusqu'à la stimulation optimale, et là, on atteint un plateau, un pic, et ensuite quand le stress devient de plus en plus grand, et bien là on va avoir de l'anxiété et dans ce cas-là, on sera dans ce qu'on appelle le distress. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette courbe-là, elle est variable d'un individu à l'autre, c'est-à-dire qu'un facteur qui pour moi peut être stimulant pourrait être pour vous déjà trop important et trop angoissant. De la même manière, ces courbes vont varier au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un facteur pourrait être stimulant, mais il pourrait être beaucoup plus délétère à un autre moment. Ça a à voir par exemple avec l'état de fatigue. Ça a à voir aussi pour les femmes avec leur cycle hormonal.
parce qu'il est question d'hormones quand on parle du stress, et le stress interagit avec les hormones sexuelles, et donc en fonction du moment dans le cycle, la réaction au stress est très différente chez les femmes. Donc on a toujours cette réaction en U inversé, mais le même facteur pourrait être soit stimulant, soit déjà trop stressant en fonction de la personne ou du moment. Et donc on retrouve en fait la définition que je vous donnais au début, qui est sur l'aspect très subjectif du stress. C'est-à-dire qu'un facteur peut être délétère ou stimulant en fonction de différents facteurs subjectifs. Mais du coup, dans tous les cas, vous nous dites que finalement, un certain niveau de stress peut être utile. Mais quand ce stress devient trop important, quelles vont être les régions du cerveau qui vont être particulièrement sensibles à ce stress et en quoi il y a un lien avec les apprentissages? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cerveau, on a des récepteurs au stress, des récepteurs aux hormones du stress, et toutes les régions n'ont pas autant de récepteurs. Enfin, il y a une variabilité très importante dans le nombre de récepteurs au stress dans le cerveau. Et on a quelques régions dans le cerveau qui sont particulièrement riches en récepteurs au stress, récepteurs aux hormones du stress. Il y a en gros 3 grandes régions qui sont importantes pour les apprentissages, qui ont de nombreux récepteurs aux hormones du stress. On a le cortex préfrontal, c'est l'avant du cerveau. C'est une région qui joue un rôle très important pour la réflexion, pour l'anticipation, pour en gros toutes les tâches scolaires et autres pour lesquelles on ne peut pas fonctionner en mode automatique. C'est typiquement les tâches dont on a besoin pour apprendre, parce qu'apprendre, c'est avant d'automatiser, il faut qu'on apprenne des nouvelles stratégies, et donc ces nouvelles stratégies, elles s'appuient pour beaucoup sur le cortex préfrontal. On a une autre région qui joue un rôle très important dans les apprentissages, c'est l'hippocampe, qui est une des régions fondamentales pour la mémorisation, et dans l'hippocampe, on a également beaucoup de récepteurs aux hormones de stress, et puis on a également l'amygdale, qui est une région limbique qui joue un rôle très important pour les émotions. Et donc, on sait très bien, par exemple, que quand on est stressé, eh bien, on a des difficultés à se souvenir de quelque chose. On a le mot sur le bout de la langue qu'on n'arrive pas à retrouver. On peut être énervé, anxieux. Ça, c'est l'amygdale qui va s'activer. Et donc, ces 3 régions vont être fortement impactées par le stress. Alors on comprend mieux du coup ces mécanismes au niveau du corps, au niveau du cerveau, mais finalement concrètement, dans une salle d'examen, comment expliquer qu'un élève puisse perdre ses moyens alors qu'il connaissait parfaitement sa leçon la veille? Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là dans son cerveau notamment? Alors, je vais vous prendre un exemple assez simple qui est un exemple autour des mécanismes de la mémorisation. Donc la mémorisation, ça se fait en 4 étapes. Il y a une première étape où on va encoder l'information nouvelle. Une deuxième étape qui va être la phase de consolidation qui a lieu la nuit quand on dort. Une troisième étape qui est la récupération, quand on a besoin de récupérer cette nouvelle information. Et puis, quelquefois, on a une quatrième étape qui est la mise à jour, c'est-à-dire quand on a une nouvelle information qui va permettre d'améliorer, de modifier les connaissances que l'on a. Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est que en fonction du moment où le stress a lieu, eh bien, il pourra avoir soit un effet négatif, soit un effet positif. Par exemple, si vous avez un enfant, un élève qui vit dans un environnement familial compliqué, où il y a de la violence, où il y a un niveau de stress important, eh bien, ce stress important va avoir un impact délétère sur l'encodage. Donc, l'élève aura plus de difficultés à mémoriser des nouvelles informations parce que son niveau de stress de base est important. Si vous avez un petit stress juste avant l'encodage, typiquement vous avez un élève qui passe au tableau et vous lui posez une question et vous apprenez au passage à cet élève une nouvelle information, c'est-à-dire une évaluation formative, pas évaluative mais formative, eh bien ce petit stress va lui permettre d'apprendre mieux l'information. De la même manière, si vous avez un stress juste au moment de la récupération de l'information, typiquement un élève doit passer au tableau et vous l'interrogez, il a beau avoir bien appris l'information,
bien dormi et bien consolider ses connaissances, le fait d'être stressé juste au moment de la récupération de l'information peut le mettre en difficulté. Donc ce qu'on voit, c'est que en fonction du moment où le stress a lieu, si c'est juste avant l'encodage, ça peut être positif. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit un stress énorme, mais un petit stress quotidien auquel on est exposé souvent, ça va avoir un effet positif. En revanche, un petit stress juste avant la récupération, eh bien, ça peut être délétère. Depuis le début de notre échange, on parle du stress comme d'un phénomène ponctuel, essentiellement à l'approche d'une évaluation ou d'un examen. Mais à l'école, certains élèves semblent vivre un stress beaucoup plus durable. Quelle différence faites-vous entre stress aigu et stress chronique dans le contexte scolaire? Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure quand on prenait l'exemple du stress avant l'encodage. J'avais mentionné un niveau de stress de base parce que on distingue, comme vous l'avez indiqué, deux types de stress. Le stress aigu, qui va être un stress très ponctuel dans le temps. C'est typiquement, on demande à un élève de passer au tableau et de répondre à une question, ou on fait un contrôle et donc ponctuellement l'élève doit répondre à une question. Ça peut être également un élève qui est à sa place et qui doit répondre à une question, donc une situation extrêmement ponctuelle. Et puis on a le stress chronique qui va s'étaler dans le temps. Et ce stress chronique, il peut être soit répété, c'est-à-dire un petit stress répété, typiquement un harcèlement. Ça peut être juste tous les jours un commentaire désagréable sur les chaussures que porte un élève, sur sa coiffure, sur un défaut de prononciation. Ponctuellement, c'est pas très grave. Mais le fait de répéter, ça soit cumulé, au final, eh bien, ce stress chronique peut avoir un impact aussi important qu'un stress important ponctuel. Et puis, on peut avoir aussi un stress qui va se prolonger dans le temps de manière imprévisible. Et ça, c'est encore plus difficile à vivre pour les élèves parce que, on en a parlé au début, l'imprévisibilité, c'est un facteur très important pour l'état de stress. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le stress chronique, on a un mécanisme physiologique d'habituation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes exposé plusieurs fois à la même source de stress, eh bien, au fur et à mesure, les effets de cette situation seront de moins en moins marqués. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première fois où un élève passe au tableau, il sera très stressé. La deuxième fois, il sera un peu moins stressé et s'il passe un grand nombre de fois au tableau, eh bien, il va s'habituer à cette situation de stress. D'où l'importance d'avoir, par exemple, des examens blancs, des brevets blancs, des bacs blancs et ainsi de suite, parce que le fait d'être exposé plusieurs fois à la même source de stress fait que cette source de stress aura un effet délétère moins important. Alors, il y a des situations où on n'a pas d'habituation au stress. Et donc là, on rentre dans le cadre de la pathologie. Certaines personnes, dans certaines situations, vont avoir beaucoup de difficultés à s'habituer au stress. Et donc, c'est dans ce cas-là où les effets les plus délétères du stress vont se faire ressentir. Mais là, on arrive dans le cadre de la pathologie. Dans le fonctionnement normal, quand on est exposé plusieurs fois à une source de stress, petit à petit, on s'y habitue. Et alors du coup, vous avez évoqué donc ce stress chronique qui s'inscrit dans la durée. Or, on sait que le cerveau est en développement tout au long de l'enfance et de l'adolescence. Est-ce qu'un stress chronique va avoir les mêmes effets selon l'âge de l'enfant ou de l'adolescent? Est-ce qu'un bébé, un enfant, un adulte ou un adolescent vont réagir de la même manière au stress? Alors non, l'effet du stress ne sera pas le même aux différents âges parce que ce ne sont pas les mêmes régions qui se développent, ce ne sont pas les mêmes régions qui sont plastiques aux différents âges. Et donc le stress va avoir un effet plus important sur les régions en pleine maturation, sur les régions qui sont les plus plastiques. Et donc, typiquement, par exemple, durant l'enfance, on va avoir les régions de l'hippocampe, de l'amygdale qui sont particulièrement plastiques. Et donc, le stress va avoir un impact important sur ces régions-là. À l'adolescence, c'est plus le cortex préfrontal qui se développe beaucoup. Et donc, le stress aura un impact plus important sur le cortex préfrontal.
Alors c'est important parce que ces différentes régions sont impliquées dans des fonctions cognitives différentes, ce qui veut dire que le même stress aura un impact sur des domaines cognitifs différents en fonction de l'âge auquel on est exposé au stress. Autrement dit, c'est pas seulement l'intensité du stress qui compte, mais aussi le moment où il survient. Exactement, exactement. On a des fenêtres de vulnérabilité. La période de développement cérébral, c'est-à-dire on sait maintenant que le cerveau se développe beaucoup jusqu'à 20-25 ans. Eh bien, un stress avant 20 ou 25 ans n'aura pas le même effet qu'un stress à l'âge adulte. Et donc, ça peut être difficile aussi en tant qu'adulte de réaliser cela. C'est-à-dire que ce qui peut nous paraître quelquefois pas si grave que soit, en réalité peut avoir un impact plus important chez l'enfant ou l'adolescent, car son cerveau est en plein développement et un stress très important n'aura pas juste un effet ponctuel, mais pourra interférer avec le développement cérébral et cognitif. Alors face à tout cela, une tentation pourrait être de se dire supprimons le stress à l'école. Moins d'évaluation, moins de pression. Est-ce une bonne idée? Faut-il chercher à éliminer toute forme de stress? Alors, je vais vous répondre en 2 points. Le premier point, c'est est-il possible d'éliminer toute forme de stress? Et ensuite, c'est faut-il éliminer toute forme de stress? Alors déjà, la première question, quand bien même on voudrait le faire, je ne suis pas sûr qu'on puisse éliminer toute forme de stress, que le stress est présent au quotidien, ça fait partie de la vie. Donc, une vie sans stress, complètement pasteurisée sous cloche, ça n'est pas possible. Ensuite, est-ce que ça serait bien d'éliminer toute forme de stress? En réalité, le stress, c'est un petit peu comme la vaccination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une petite dose de stress, eh bien, ça vous protège aussi de formes de stress plus importantes par la suite. C'est-à-dire que on va apprendre à gérer le stress, notamment via les mécanismes physiologiques d'habituation. Et puis, il y a même des travaux beaucoup plus récents qui travaillent sur un concept qui s'appelle l'hormèse, qui montre que, comme pour la vaccination, le fait enfant d'être exposé à des petites formes de stress fait que par la suite, on sera capable de mieux gérer des formes de stress plus importantes. Donc, se couper, éliminer toute forme de stress à l'école, ça n'est pas rendre service aux élèves, parce que ça fait partie aussi de l'apprentissage et scolaire et de la vie, d'être capable de gérer les différentes formes de stress. Alors quand je parle de ça, ça veut pas dire bien sûr qu'il faut pas limiter les formes extrêmes de stress, le harcèlement par exemple, mais ça veut dire que le stress du quotidien, eh bien c'est important d'y être exposé pour pouvoir apprendre à y réagir et à transformer ce qui peut être délétère en allié qui peut être quelque chose de positif. Alors en période d'examen, il y a un autre phénomène très fréquent. Les élèves dorment moins. Or, on sait que le sommeil joue un rôle majeur dans les apprentissages. Quel lien est-ce que l'on peut faire entre du coup stress, sommeil et performance cognitive? Alors c'est très compliqué de dissocier le stress du sommeil, parce que quand on est stressé, on dort mal. Quand on dort mal, on est stressé. Et même quand on s'intéresse aux mécanismes très précis, quand on regarde la littérature sur le stress et le sommeil, c'est extrêmement compliqué de dissocier qu'est-ce qui est dû au stress et qu'est-ce qui est dû au sommeil. Ce qu'il faut savoir, c'est, on en a parlé tout à l'heure pour les apprentissages, pour la mémorisation, le sommeil joue un rôle fondamental pour l'apprentissage via un mécanisme qu'on appelle la consolidation synaptique, c'est-à-dire qu'au niveau des neurones, l'apprentissage va modifier la manière dont les neurones sont organisés, la manière dont ils connectent les uns avec les autres. Et donc, le sommeil joue un rôle fondamental pour la mémorisation, d'où l'importance de la sieste. Chez les plus jeunes et chez les moins jeunes, ça n'est pas une perte de temps comme on peut l'entendre quelquefois. Bien dormir, même dans la journée, c'est une étape fondamentale des apprentissages. Et donc, le fait de manquer de sommeil, que ce soit la nuit ou pendant la sieste pour les petits ou les plus grands, ça va avoir exactement les mêmes conséquences sur le fonctionnement cérébral que celles que j'ai détaillées tout à l'heure, c'est-à-dire que les régions préfrontales
de contrôle de soi, les régions hippocampiques de mémorisation, les régions émotionnelles comme l'amygdale vont avoir un fonctionnement qui va être dégradé, et notamment l'attention. Mais ça, c'est des choses qu'on connaît bien. En fin de journée, les enfants, les élèves plus ou moins grands, la classe est plus difficile à tenir parce qu'il y a de la fatigue, et c'est exactement les mêmes conséquences que celles qu'on observe avec le stress. Bien, alors concrètement, du coup, qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour aider les élèves à rester dans cette fameuse zone optimale dont vous nous avez parlé tout à l'heure, cette zone optimale de stress? Alors, il y a plusieurs choses que l'on peut faire. On en a parlé tout à l'heure, la question de l'habituation, le fait que lorsqu'on est exposé plusieurs fois à la même situation stressante, eh bien, les conséquences délétères diminuent. Donc, c'est typiquement les examens blancs, c'est typiquement le fait de faire passer plusieurs fois les élèves au tableau, le contrôle continu aussi, c'est intéressant parce que il va pas y avoir juste un seul examen, mais plusieurs examens qui vont être perlés durant toute une période. Il y a d'autres stratégies très classiques, comme par exemple faire du sport. C'est bon au niveau physiologique, et puis quand on fait du sport, on dort mieux. Et si on dort mieux, eh bien, on est moins stressé. Si on parle de sommeil, faire attention à tout ce qui peut interférer avec le sommeil, comme par exemple l'utilisation des outils numériques le soir, dont on sait qu'ils peuvent interférer avec un bon sommeil. Et puis, il y a des travaux très récents qui montrent que mieux connaître les mécanismes du stress joue un rôle également très important pour diminuer les effets délétères du stress. Notamment, le fait de savoir que le stress, c'est un mécanisme adaptatif, ça n'est pas une menace contre le fonctionnement, contre son intégrité, mais c'est un mécanisme adaptatif. Et bien, le fait de savoir ça, ça permet de changer la représentation qu'on a du stress. Et à partir de là, on peut montrer, il y a plusieurs études qui l'ont montré, que les hormones de stress, par exemple le cortisol, va diminuer. L'état de stress, de mal-être après le stress, les aspects cognitifs altérés associés au stress vont diminuer. Et en revanche, l'élève pourra mieux apprendre et au final mieux réussir au niveau scolaire. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important que nous apportent les neurosciences, c'est ces changements de perspective, ces changements de représentation. Et pour le stress, c'est quelque chose qui est particulièrement important. Donc c'est utile d'expliquer aux élèves ce qu'est le stress, et le simple fait finalement de comprendre ces mécanismes, ça peut déjà modifier leur rapport au stress. Tout à fait. On a un autre exemple comme ça avec sur les mécanismes d'apprentissage, sur le statut de l'erreur, sur le fait qu'un élève puisse se sentir capable d'apprendre. Alors c'est pas avec le stress, c'est avec une autre notion de neurosciences, qui est la notion de plasticité cérébrale. Le fait que le cerveau est capable d'adapter sa structure et sa fonction en fonction des demandes de l'environnement. Eh bien, le fait de savoir ça, le fait de savoir que son cerveau est plastique, fait que eh bien, l'élève va se dire tout n'est pas joué d'avance. Certains élèves peuvent se dire je suis pas bon en maths, je suis pas bon en français, je suis d'une famille qui ne réussit pas à l'école. Eh bien, le fait de savoir que le cerveau est plastique, qu'en réalité tous les élèves sont éducables, donc ça c'est des vieilles notions de pédagogie. Le fait que chaque élève est éducable parce que son cerveau est plastique, eh bien ça change sa représentation et donc ça va l'aider dans ses apprentissages. De la même manière, le fait de savoir que le stress, ça peut être un allié, eh bien ça peut aider pour les apprentissages. Merci beaucoup. Finalement, le stress n'est ni l'ennemi absolu, ni une fatalité. Il peut être un moteur, à condition qu'il reste dans une zone optimale et qu'il soit accompagné. Il peut certes nous faire perdre nos moyens, mais il peut aussi mobiliser nos ressources. Et comme nous l'avons vu, ces effets dépendent non seulement de son intensité et de sa durée, mais aussi du moment du développement où il survint. Tout l'enjeu n'est donc pas de l'éliminer, mais d'apprendre à le comprendre, à le réguler et à créer les conditions dans lesquelles il devient soutenant plutôt que paralysant. Merci beaucoup Arnaud Kakia de nous avoir aidé à mieux comprendre ce qui se joue dans le cerveau de nos élèves et dans le nôtre. Merci beaucoup et pour cet échange riche.
Et à vous qui nous écoutez, si une échéance importante approche, nous vous souhaitons des révisions sereines et un stress juste assez mobilisateur pour donner le meilleur de vous-même. À bientôt dans cet univers fascinant où les neurones rencontrent l'apprentissage.